Mes chers compatriotes, vers quelle société allons-nous? À quoi va ressembler la France dans 5, 10, 15 ou 20 ans? Ce sont des sujets qui préoccupent, qui inquiètent, qui angoissent même la population française, et à raison. Je veux aujourd'hui vous parler de faits qui m'ont interpellé au cours des derniers jours et qui révèlent ce qui risque de nous arriver justement dans les années qui viennent. Alors comment peut-on essayer de prévoir l'avenir? Parmi les disciplines intellectuelles, il y en a une qui s'appelle la futurologie, que j'ai eu le plaisir d'enseigner en école de commerce il y a quelques années. C'est une matière qui n'a évidemment rien à voir avec l'astrologie, la divination, le doigt mouillé. Il s'agit d'une véritable discipline qui tente d'identifier des scénarios d'avenir à partir en gros de deux catégories de réflexion. La première de ces catégories, le premier facteur, c'est d'examiner les évolutions statistiques dans un certain nombre de disciplines, la meilleure d'entre elles étant la démographie. La démographie, c'est la seule science dure qui a de bonnes chances de décrire le futur proche à partir du taux de natalité, du taux de mortalité et de l'espérance de vie à la naissance. On peut donc dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, la France aura X millions d'habitants, par exemple, X millions de femmes, X millions d'hommes, etc., etc. On regarde également, pas seulement la démographie, mais les évolutions d'indicateurs socio-économiques comme le PIB, le produit intérieur brut, la production de matières premières, la production de pétrole et de gaz, d'hydrocarbures, avec notamment les questions qui se posent pour savoir si l'on a ou non franchi le fameux pic pétrolier, c'est-à-dire est-ce que finalement maintenant on irait vers un monde où il y aurait de moins en moins de pétrole. Donc ça, c'est le premier facteur qui permet un petit peu de débroussailler ce qui pourrait être notre avenir à 5 ou 10 ans en fonction d'un certain nombre d'hypothèses mathématiques. Le second facteur, c'est ce que l'on appelle, parmi les futurologues, les faits porteurs d'avenir. C'est-à-dire qu'il faut savoir, avec un peu d'intuition, de flair, repérer des faits divers ou des informations qui apparaissent dans l'actualité et qui, prises isolément, n'ont pas plus de signification que cela, mais qui, si ces faits se multiplient, finit par prendre du sens et donne à envisager des évolutions économiques, sociales ou sociétales probables. Alors, au cours des dernières semaines, j'ai noté justement un certain nombre de ces faits porteurs d'avenir et que je souhaite ici porter à votre attention. La première catégorie de ces faits, c'est la montée en puissance d'une nouvelle forme d'écologie, d'un écologisme, on pourrait dire, pour parler comme une idéologie, qui est loin de s'attaquer aux causes réelles de la pollution, comme le commerce international débridé, par exemple, je vais y revenir dans un instant, a au contraire une vision punitive et individuelle des choses. Comme si la pollution qui se développe à l'échelle du monde, de la planète, l'air plus pollué, l'apparition de plastique un petit peu partout, etc., comme si c'était en fait une responsabilité de tout un chacun et comme s'il n'y avait pas d'autre cause que celle-là. Le parti EELV en France s'en est fait une spécialité. Il passe son temps à essayer d'intimider les Français, à leur faire honte, à les culpabiliser, mais sans jamais remettre en cause ce qui est à l'origine même de la pollution géante qui prévaut sur la planète, c'est-à-dire la libre circulation des mouvements de capitaux et de marchandises imposés notamment, pas seulement, mais par les pays de l'OCDE et notamment pour ce qui concerne la France, par l'Union européenne. Je rappelle que cette libre circulation des capitaux et des marchandises permet de délocaliser quasiment toute notre production à l'autre bout du monde. Or, quand c'est produit à l'autre bout du monde, des réfrigérateurs, des téléphones portables, les produits bruns, comme on dit, ou les produits blancs, réfrigérateurs, micro-ondes, téléphones, ordinateurs, etc., lorsque l'on fait fabriquer tout ça à l'autre bout du monde, eh bien, il y a évidemment des frais de transport considérables, mais surtout de la pollution tous azimuts. On a pu le noter récemment
pendant quelques jours, le canal de Suez a été bloqué par une mauvaise manœuvre d'un porte-conteneurs, et on s'est rendu compte que ça bloquait d'un seul coup le commerce international. On s'est rendu compte qu'il y avait 10% seulement du commerce qui passait par le canal de Suez, du commerce mondial, mais que déjà des centaines de navires étaient là en train d'attendre. Ceci explique le fait que la terre est en train de devenir une poubelle. On a découvert qu'il y a tous les jours des conteneurs à bord de porte-conteneurs qui tombent dans la mer, qui sombrent au fond des océans, qui peuvent dégager alors soit des produits inoffensifs, mais aussi des produits parfois très dangereux, très nocifs, avec des produits chimiques à l'intérieur, et que tout ceci est en train de polluer le fond des océans. On découvre aussi que les emballages, les plastiques, etc., se répandent dans la planète entière et sont en train de souiller des lieux extraordinairement beaux. Je pense par exemple à certaines plages de l'île de Bali, où j'étais allé il y a une trentaine d'années et qui maintenant sont devenues des décharges à ciel ouvert. On pense aussi à ce vortex qui représente, paraît-il, le 6e continent qui se trouve au nord-est de l'océan Pacifique Nord et qui ferait quelque chose comme plusieurs centaines, 500, 600, 800 kilomètres de large de produits plastiques flottants. Tout ceci, bien sûr, il y a une responsabilité individuelle. Bien sûr, on peut prendre des mesures correctrices, comme par exemple, et c'est heureux qu'on les ait pris, comme par exemple interdire de plus en plus les sachets en plastique, comme inviter les personnes, les consommateurs à faire preuve d'un petit peu plus de modération. Mais fondamentalement, les individus réagissent en fonction du modèle économique qu'on leur propose. Fondamentalement, nous sommes dans une société d'hyperconsommation, dans une société dont le bonheur semble être, comment dirais-je, résumé au nombre de paires de chaussures ou au nombre de téléphones portables que l'on aura. Mais fondamentalement, un parti comme EELV, plutôt que de s'attaquer aux causes du modèle économique d'hyperconsommation et plus encore de faire fabriquer à 12 000, 14 000, 15 000 kilomètres les produits que nous consommons, eh bien, EELV n'en parle jamais, ou quasiment jamais. Jamais EELV, qui s'appelle Europe Écologie d'ailleurs, ce qui est un oxymore, comme on dit, c'est-à-dire une contradiction dans les termes. Si on est pour l'Europe, on est ipso facto pour aller faire fabriquer à l'autre bout du monde tous les produits dont nous avons besoin. Que ce soit les produits électroniques, mais aussi les vêtements, les chaussures. C'est dans le principe même de la libre circulation des mouvements de capitaux et des mouvements de marchandises. Bien, au lieu de s'attaquer aux principes mêmes qui fondent les traités européens, EELV préfère donc culpabiliser les individus dont le mode et le niveau de vie même devraient être corrigés avec rigueur. On a l'impression d'entendre parfois le grand inquisiteur du temps de la Sainte Inquisition de la Sainte Église, au XVIe siècle. Qu'est-ce que nous disent les élus de l'EELV ? Il faudrait supprimer la viande à la cantine. On aurait bientôt plus, on culpabiliserait maintenant bientôt si l'on avait envie de manger un steak. Il faudrait également supprimer le Tour de France. Pourquoi supprimer le Tour de France alors que c'est une attraction extrêmement populaire depuis des décennies et qui est une espèce de commémoration à la France par le peuple français lui-même? On voit bien que ça, c'est mauvais dans l'idéologie EELV et on nous invente le fait que ça polluerait un petit peu. On est prié également de renoncer au sapin de Noël. On l'a vu avec le maire de Bordeaux. On a vu également ces déclarations extravagantes où on voyait une élue verte qui voulait en finir avec les rêves d'enfants de voyager en avion. On a vu des déclarations inimaginables aussi d'un élu vert qui voulait refuser une allocation à des navires à voile. On a vu ces choses extraordinaires encore plus, peut-être à Strasbourg, avec une élue verte qui disait qu'il fallait refuser de lutter contre les rats et contre les punaises de lit qu'on appelle des commensaux ou des je ne sais plus quoi. Ça, c'est le premier point, cette succession de faits porteurs d'avenir, malheureusement, qui montre que nous avons dans la société française des gens qui, en fait, prennent le parti pris exactement opposé à ce qu'on appellerait le simple bon sens. Et il s'agit toujours d'avouer mea culpa, mea maxima culpa. Il s'agit de culpabiliser les Français. Un deuxième fait porteur d'avenir a été publié sur le site Euractiv, un site européiste, a récemment attiré mon attention.
On y a appris qu'une chercheuse allemande, qui s'appelle Madame Pia Mammut, a expliqué au cours d'un séminaire très sérieux organisé par le Bureau européen de l'environnement, s'il vous plaît, ou donc dans les instances européennes, elle a expliqué que la taille écologique optimale d'un logement serait, je la cite, de 14 mètres carrés minimum à 20 mètres carrés maximum pour une personne seule. Et donc que l'idéal serait d'avoir un logement d'environ 40 à 50 mètres carrés pour une famille de 4 personnes. Je sais, hélas, que malheureusement, il y a en France des personnes, et notamment quelques familles, des familles qui vivent dans des endroits extrêmement serrés, ce qui pose des problèmes pour la vie familiale, l'intimité du couple, j'en passe. Mais quand même, ça ne peut pas être l'idéal que l'on doit se fixer. Je rappelle ici que 15 mètres carrés, qui est, semble-t-il, la taille idéale pour cette chercheuse, c'est en fait la taille approximative d'une cellule de prison. C'est également la taille d'une petite chambre de bonne, avec le lit, la douche, la cuisine dans la même pièce, comme sont hélas contraints d'y vivre de plus en plus d'étudiants dans les grandes villes. On peut dire au minimum qu'il s'agit d'une petite période dans le courant d'une vie. Mais ça ne doit quand même pas être un idéal de vie. Autrement dit, cette Madame Mammut trouverait formidable que l'avenir radieux de la construction européenne soit d'enfermer les Européens dans des cages à lapins, voire d'instaurer des appartements collectifs à plusieurs familles, comme à la grande époque de la construction du socialisme soviétique. Troisième fait porteur d'avenir. Toujours sous prétexte écologique, j'ai noté que les 27 États membres de l'Union européenne sont tout récemment parvenus à un accord unanime, ce qui est rare, pour autoriser la vente aux Européens de produits alimentaires à base d'asticots. Plus exactement à base de vers, des larves du ver de farine, qui est un ver qui donne naissance ensuite à des coléoptères. Alors bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Je sais qu'il y a aussitôt des gens qui vont dire mais c'est très très bon de manger des coléoptères, c'est formidable de manger des insectes, il n'y a rien de mieux, etc. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Certains vont me dire que au Moyen Âge ou au XVIe siècle, il y avait de ce que l'on appelle l'entomophagie. Les gens, quand il y avait des moments de disette, pouvaient manger des vers de terre, des choses comme ça. Ça va bien. Si c'est ça l'avenir de la construction européenne, eh bien, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Quatrième fait porteur d'avenir. Le voyage aérien est de plus en plus diabolisé. De plus en plus, on fait comprendre que prendre l'avion, ce serait mal. Il y a même d'ailleurs des mouvements qui se sont créés, en Suède notamment, pour aller dans cette direction. Je ne suis pas un promoteur du voyage aérien pour le plaisir. Je pense d'ailleurs que dans bien des cas, les hommes d'affaires ou les chefs d'État, etc., quand ils communiquent, ils pourraient très bien le faire comme ils le font maintenant, c'est-à-dire par des téléconférences. Mais quand même, il faudrait savoir ce que l'on veut. Ou bien on veut ouvrir la planète sur le monde, ou bien on veut renfermer chacun chez soi. Moi, ça me choque que ces évolutions me choquent d'autant plus que je suis d'une génération dont le rêve était justement de découvrir le monde. Maintenant, on nous explique que la meilleure chose à faire, c'est de rester claquemuré chez soi, confiné chez soi. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, des articles de presse se sont félicités du fait que les confinements avaient fait baisser les émissions de gaz à effet de serre dans les zones concernées. En conclusion, ce que me font craindre tous ces différents faits porteurs d'avenir, certains vont dire oui, mais c'est des gens qui délirent, ça ne prête pas à conséquence, bien sûr. Mais quand même, ce qui m'inquiète, c'est que on voit qu'on est de plus en plus dans une vision moralisatrice, prude du monde, et même dans une vision malthusienne. Vous savez ce que ça veut dire malthusien? Malthusien, ça vient d'un nom propre d'un prêtre anglican anglais qui s'appelait Malthus, qui a vécu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, et qui prétendait aussi donner des leçons en matière d'économie. L'économie était une science qui se développait, qui était encore balbutiante. Et la pensée de Malthus était une pensée systématiquement restrictive. Il expliquait qu'il y avait trop de personnes et que on ne produirait pas assez d'aliments pour les personnes qui avaient, donc il y aurait des famines et des morts, donc il fallait réduire. Ce que Malthus ne comprenait pas, la pensée malthusienne de façon générale
ne parvient pas à comprendre, c'est que l'être humain a toujours trouvé des solutions face aux problèmes. Et il expliquait Malthus qu'on ne pouvait pas avoir plus de X millions d'habitants sur la Terre à son époque. L'expérience a montré que le nombre d'habitants sur Terre a explosé depuis lors et que l'être humain a trouvé motifs et des moyens pour régler cette question. Or, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire un grand retour vers cette pensée malthusienne. On est en train d'essayer de faire passer dans les mœurs une espèce de pudibonderie verte qui ne vise en réalité qu'à dissimuler le déclin annoncé de notre niveau de vie, du niveau de vie de l'ensemble de l'Occident et tout particulièrement des pays membres de la construction européenne. Sous couvert de cette nouvelle idéologie, on feint de trouver souhaitable quelque chose qu'en réalité on subit. Ce que je crains, c'est que notre société ressemble de plus en plus à celle de l'Union soviétique finissante, où l'on gérait des pénuries qui découlaient directement des prémices de la construction du socialisme, et on expliquait le décrochage de plus en plus manifeste par rapport au reste du monde. On tentait de le justifier de justifier les privations par une prétendue morale socialiste. Au lieu de projeter une vision confiante en l'avenir et dans le génie humain qui permet de surmonter les obstacles, on est en train d'enfermer les peuples d'Europe dans un pessimisme autodestructeur. On constate d'ailleurs dans l'Europe entière un effondrement de la natalité. Et quand on a un effondrement de la natalité, toute l'histoire des hommes depuis des millénaires explique que c'est corrélé à un effondrement politique et civilisationnel. D'ailleurs, ces tendances malthusiennes, ces tendances de pudibonderie, ces tendances qui visent à toujours restreindre notre consommation, à penser que demain va être atroce, ça ne se retrouve pas dans les pays où s'écrit en ce moment l'avenir du monde, comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Extrême-Orient. Dans ces pays-là, on a confiance dans le génie humain, notamment dans la possibilité que l'être humain aura de surmonter les obstacles qui se posent devant lui, en particulier la question de l'énergie. On est confiant dans le fait que peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on pourra avoir des sources d'énergie inépuisables, comme par exemple la fusion nucléaire. Encore faut-il qu'il n'y ait pas une idéologie qui bride l'imagination des êtres humains et qui bride le cerveau et les recherches des chercheurs. L'histoire de l'humanité a montré que le pire n'était jamais sûr. C'est la raison pour laquelle je me permets d'exhorter les Français qui m'écoutent à arrêter d'écouter les prophètes de malheur qui ne veulent qu'imposer leur dictature sous prétexte d'une espèce de gestion extinctive de la France. J'invite tous ceux qui m'écoutent à placer leur confiance dans des responsables politiques qui refusent l'esprit d'abandon et qui voient l'avenir avec plus de combativité et d'optimisme. Mais pour cela, il y a un point fondamental qui est à la base de toutes les réussites, c'est d'abord croire dans son propre avenir et croire dans l'avenir de sa propre nation. Tous les redressements économiques, sociaux et civilisationnels sont fondés sur un patriotisme bien compris, c'est-à-dire à ce que la France se libère de toutes ces entraves qui l'empêchent d'aller de l'avant et qui lui imposent un avenir précontraint. Ces entraves, vous les connaissez. Il faut que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN et qu'elle renoue des relations avec le reste du monde, des relations de dynamisme, de confiance et de coopération. Je note d'ailleurs que c'est exactement ce qu'est en train de faire le Royaume-Uni depuis qu'il a quitté cette prison des peuples qu'est l'Union européenne. Vive la République et vive la France.